L'objectif de mon intervention ce soir est de vous expliquer l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Vous allez voir qu'il y a quelques points, fort heureusement, qui vont forcément se croiser avec mes collègues. Alors, vous l'avez compris, l'hormonothérapie et la chimiothérapie, ça fait également partie de l'ensemble du panel thérapeutique dont on vous a déjà parlé. L'objectif de mon topo ce soir, c'est d'essayer de répondre à un maximum de vos questions, comme l'ont fait mes collègues au préalable. Quand est-ce qu'on propose ces traitements-là? À qui les propose-t-on? Combien de temps ça dure? Quels sont les effets secondaires? Qui choisit de faire ce traitement-là et comment? Alors là aussi, on vous l'a déjà dit, mais j'insiste là-dessus parce qu'en oncologie médicale, c'est peut-être aussi important que le traitement, c'est expliquer le traitement. Vous l'avez compris, en cancérologie, globalement, on réfléchit tous ensemble à adapter au mieux le traitement à chaque situation médicale, et c'est ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire. À l'issue de cette réunion, il y a une proposition thérapeutique, et c'est à l'occasion d'une consultation d'annonce avec l'oncologue médical que cette proposition est formulée. Cette consultation d'annonce, elle est longue en général, elle est sur un minimum de 45 minutes, où on reprend la situation médicale, où l'on explique le traitement, où l'on explique les effets secondaires. C'est souvent une consultation très lourde, chargée en émotions, qui prend du temps, et qui va nécessiter, dans le cadre du dispositif d'annonce, un second temps de discussion avec très souvent une infirmière spécialisée en oncologie médicale qui va reprendre les données expliquées par le médecin, en général à quelques jours d'intervalle, sur un temps souvent aussi long. Et à partir de là, on met en traitement. Alors, on l'a sous-entendu sur les précédentes interventions. Quand l'oncologue médical intervient, c'est souvent sur une situation de stade avancé. Qu'est-ce que ça veut dire un stade avancé? Ça veut dire qu'il y a des métastases, une ou des métastases. Vous avez schématisé ici le cancer dans la prostate. À un certain moment, il est possible que des cellules du cancer partent dans un vaisseau. Ce vaisseau, ça peut être un vaisseau sanguin, ça peut être un vaisseau lymphatique. Ces cellules vont cheminer dans la circulation sanguine ou lymphatique et à un moment, s'arrêter dans un autre organe où elles vont proliférer. Et c'est ce qu'on appelle une métastase. Cette prolifération, cet autre organe, ça peut être un os, ça peut être le foie, ça peut être le poumon, ça peut être le cerveau, ça peut être les ganglions. Quand on a une métastase dans un os, par exemple, ce n'est pas un cancer des os. C'est un cancer de la prostate qui a diffusé dans l'os. Et c'est important à comprendre, parce que le traitement que l'on va vous proposer, ce n'est pas un traitement du cancer des os, c'est un traitement pour le cancer de la prostate, où qu'il soit, dans la prostate ou à distance dans les os ou un autre organe. Ça, c'est un premier point important. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'en cancérologie prostatique, les sites où le cancer évolue le plus fréquemment, ce sont les ganglions, et notamment les ganglions pelviens, on vous en a déjà parlé, et les os. Autre élément important à retenir, la prostate est un organe hormonodépendant. C'est un organe dont la croissance est stimulée par une hormone. Et on l'a cité tout à l'heure, cette fameuse hormone, c'est la testostérone. Alors la testostérone, vous en avez tous et toutes entendu parler, on en a tous et toutes, oui mesdames, même en petite quantité chez nous. Vous savez de toute façon, vous savez que la testostérone a une évolution naturelle, c'est une hormone qui est présente en quantité importante chez le jeune homme et elle va décroître naturellement, physiologiquement, au fur et à mesure que l'homme vieillit. L'élément important à savoir, c'est que cette testostérone qui est responsable de la croissance du cancer de la prostate, cette testostérone, sa fabrication est assurée essentiellement par les testicules sous l'effet de deux hormones, la LH et LHRH, vous ferez gré des noms, produites par deux petites glandes ici que nous avons tous dans le cerveau.
Cet élément, il est important, on va comprendre pourquoi et sur quoi va jouer l'hormonothérapie. Donc l'objectif de l'oncologue médical et de toute personne qui va prescrire une hormonothérapie, c'est de faire baisser ce taux de testostérone pour qu'il arrête de stimuler la croissance de la prostate. Donc l'objectif, diminuer la testostérone. Pour cela, on utilise un traitement hormonal. Jusqu'à il y a moins d'une dizaine d'années, l'hormonothérapie, on vous en a déjà parlé quand on a évoqué la possibilité de l'associer à de la radiothérapie. L'hormonothérapie de première génération s'administre sous forme d'implant sous-cutané. C'est l'infirmière qui vient à la maison. Vous allez au cabinet infirmier. En fonction des produits, c'est soit tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie de première génération. Depuis une dizaine d'années, ont été développées des hormonothérapies de deuxième génération qui sont différentes en termes d'administration, puisqu'on va prendre sous forme de comprimés, 2 à 4 comprimés tous les jours. Ça nécessite donc une observance. Si vous ne prenez pas l'hormonothérapie en comprimé, vous n'êtes pas traité, vous n'avez pas le traitement optimal. Parce qu'à l'heure actuelle, la recommandation et le traitement de première intention, on va voir dans quelle situation, c'est quand même la double hormonothérapie, l'association d'un traitement injectable et de comprimé. Donc l'observance est importante. Et sur quoi vont agir ces hormonothérapies ? Elles vont agir sur les cibles dont je vous ai parlé, c'est-à-dire tout ce qui va stimuler la production de testostérone. Donc l'objectif, c'est de diminuer au final cette testostérone en agissant par une castration chimique à différents niveaux de production. Alors forcément, c'est un traitement qui va agir sur la testostérone, ça a forcément des effets secondaires. Pour connaître les effets secondaires de la baisse de cette testostérone, il faut savoir ou retenir à quoi sert, quelles sont les conséquences de l'augmentation de la testostérone. C'est ce que vous voyez à la puberté chez les hommes. La testostérone, ça participe à développer les organes génitaux externes, ça participe à la pousse des poils, ça participe à développer la libido, ça a un impact sur l'humeur, ça développe la force, le volume des muscles et ça structure l'os. Ça veut dire que sous l'hormonothérapie, tous ces éléments stimulés par la testostérone peuvent être affectés. Alors, la diapositive suivante, ne la prenez bien entendu pas au premier degré, mais elle caricature un petit peu ce qui peut arriver sous hormonothérapie, ce que vous pouvez observer sous hormonothérapie. Ça ne veut pas dire que tout va arriver, ça ne veut pas dire que tout va s'installer dans ces proportions-là, mais effectivement, ça peut avoir un impact sur la masse musculaire avec, Priscilla, vous la citez tout à l'heure, une prise de poids, mais plus qu'une prise de poids, c'est une répartition des graisses un petit peu plus abdominale et moins au niveau des membres. Ça peut plus que favoriser, ça peut moins protéger vis-à-vis des affections cardiovasculaires. Ça a un impact sur la fatigue, sur l'humeur, sur l'irritabilité. Ça peut effectivement, on vous en a également parlé, stimuler un petit peu la croissance des glandes mammaires. Et avec les hormonothérapies de nouvelle génération, on a également intérêt à surveiller des paramètres que l'on surveillait moins avec les hormonothérapies de première génération, notamment les paramètres hépatiques et thyroïdiens. Ça veut dire que lorsqu'on met en place cette hormonothérapie, cette double hormonothérapie, on a une surveillance très étroite au départ. Et très souvent, quand je dis très étroite, ça passe par une prise de sang tous les 15 jours, par exemple, ce qui, sur les 3 à 4 premiers mois, peut être et représenter une certaine contrainte pour les patients. Je vous ai dit 2 mots sur l'hormonothérapie. Vous avez compris que l'hormonothérapie, c'est finalement un traitement du domicile. Il y a la chimiothérapie. Là, la chimiothérapie, c'est complètement différent. L'objectif, les modalités sont différentes. La chimiothérapie, c'est avant tout une perfusion. Une perfusion que l'on administre sur voie veineuse périphérique, au niveau de l'avant-bras le plus classique, mais de plus en plus en cancérologie, à travers une chambre implantable. Une chambre implantable, c'est un petit boîtier qui est positionné
sous la peau, sous anesthésie locale, et qui est relié à un cathéter, ce cathéter étant glissé dans une grosse veine à l'arrière du sternum. Pourquoi est-ce qu'on a recours à ces chambres implantables préférentiellement? C'est parce qu'elles permettent de régulièrement administrer au même endroit un traitement. Le risque d'une chimiothérapie sur voie veineuse périphérique, au fur et à mesure des séances, des cures, c'est d'abîmer, de fragiliser le point ici de pénétration de la chimiothérapie et de rendre finalement les perfusions douloureuses. Donc ce matériel est très fréquemment mis en place. L'avantage et l'inconvénient de la chimiothérapie, c'est que ça passe partout. Partout dans la circulation, puisque c'est un traitement intraveineux. L'avantage, c'est que finalement, ça va suivre le trajet des cellules cancéreuses. Je vous ai montré tout à l'heure dans le vaisseau sanguin que les cellules cancéreuses de la tumeur primitive utilisaient la voie sanguine pour aller se loger dans un autre organe potentiellement. Ben là, ça va utiliser le même parcours. Et donc, la chimiothérapie est probablement un des moyens les plus agressifs, mais les plus sûrs pour aller chercher les cellules cancéreuses là où elles sont. C'est un traitement qui ne peut pas être délivré à domicile. Pourquoi? Parce que la préparation des produits de chimiothérapie se fait en milieu stérile. Vous avez là l'image la photo d'un isolateur dans lequel les produits de chimiothérapie sont fabriqués dans des conditions très particulières et elles sont fabriquées au jour le jour pour chaque patient à la dose prescrite. Il n'y a pas de poche en chimiothérapie préparée à l'avance pour tout le monde. Quand on fait une prescription de chimiothérapie, c'est toujours après une évaluation clinique, c'est toujours après une consultation médicale. Au cours de cette consultation, on tient compte du patient dans sa globalité. Encore une fois, on ne traite pas une maladie cancéreuse, on traite un patient qui est porteur d'un cancer, en l'occurrence métastatique. On tient compte du poids et de la taille, donc à chaque séance, on pèse les patients. On vérifie toujours un bilan sanguin, on parlera des effets secondaires juste sur la dia d'après. Donc chaque patient, avant chaque séance de chimiothérapie, a une prise de sang que l'on récupère au laboratoire. Le choix du traitement est défini en fonction de l'extension de la maladie, et quand il s'agit pas de la première cure, on tient compte de la tolérance de la cure précédente. Et en fonction de ce que nous raconte le patient sur l'intervalle entre les deux cures, la plupart du temps c'est un intervalle de 3 semaines, en fonction, on peut être amené à adapter la dose ou le rythme de la chimiothérapie. La chimiothérapie, on n'en fait pas à vitam aeternam. On évalue régulièrement. Et ce sont ces évaluations régulières qui vont conditionner la durée et les modalités de la chimiothérapie. Cette évaluation, c'est important de le redire, elle est avant tout clinique. On écoute ce que le patient nous raconte. C'est important. On utilise, et vous l'avez compris, également le PSA, mais vous avez également entendu que le PSA à lui seul ne permet pas de savoir où en est la maladie. On a parfois des situations de cancer avec des métastases et avec un PSA à 0,2. Et on utilise les images les examens dont mes collègues vous ont déjà parlé, le scanner et la scintigraphie osseuse. Il est très rare qu'en situation métastatique, on surveille par l'intermédiaire d'un TEP scan, un examen dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être eu, parfois pour stadifier après un diagnostic, quand on a un petit doute, mais en cas de situation métastatique, c'est un examen qu'on fait très rarement. Et c'est à partir de là, et en fonction de ces évaluations régulières, qu'on prend une décision, est-ce qu'on doit continuer la chimiothérapie ou pas? Si oui, pour combien de cures? Quand est-ce qu'on prévoit la prochaine évaluation? Et on définit au fur et à mesure la durée du traitement. Ça veut dire qu'en situation de stade avancé, quand on commence une prise en charge, on ne peut pas vous dire combien de temps va durer le traitement. Il va dépendre des évaluations régulières. Je vais passer là-dessus. Juste pour reprendre un élément important qui vous a été dit, mais qui pour la chimiothérapie est très 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 important. On vous a expliqué que le cancer, c'était une prolifération
anarchique de cellules anormales. Et cette prolifération, elle est continue, elle n'est plus régulée du tout. En temps normal, une cellule, quand on a besoin de se diviser, elle se divise en 2 cellules standards qui lui ressemblent, 2 cellules filles qui sont similaires à la cellule mère. Et l'organisme, en temps normal, est capable de dire au bout d'un moment, stop, je n'ai plus besoin de cellules filles, on peut arrêter la multiplication. Mais en cancérologie, ce processus de stop, il n'existe pas. C'est une prolifération anarchique et continue de cellules anormales. Et ces cellules anormales, elles prolifèrent beaucoup plus vite que les cellules normales. Elles prolifèrent plus vite, ce sont des plus grosses cellules, et vous voyez qu'elles ont des noyaux, hein, c'est là-dedans que se trouve notre ADN, complètement anarchique. Plus une cellule se divise vite, plus elle capte la chimiothérapie, parce que c'est pendant sa division qu'elle capte la chimiothérapie, et plus elle va être détruite. Et c'est la problématique de la chimiothérapie, parce que c'est à cause de cela qu'on a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires que vous connaissez. En chimiothérapie, vous avez tous entendu dire la chimiothérapie, ça peut faire tomber les cheveux. Ça génère ce qu'on appelle une alopécie. L'alopécie, avec les produits de chimiothérapie qu'on utilise dans le cancer de la prostate, elle n'est pas très fréquente, elle est rarement totale et elle est toujours réversible. C'est-à-dire qu'à l'arrêt de la chimiothérapie, les cheveux repoussent là où il y en avait. Ça peut fatiguer. Ça fatigue pourquoi? Parce que la chimiothérapie va diminuer les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. C'est inévitable. Et pourquoi c'est inévitable? Parce que les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, ce sont des cellules qui se multiplient naturellement très vite dans notre organisme. Et je vous ai expliqué que la chimio, ça passait partout dans la circulation sanguine, dont là où se fabriquent les globules, et que plus une cellule se multiplie vite, plus elle capte la chimiothérapie et plus elle risque d'être impactée par cette chimiothérapie. Ce qui explique que sous l'effet de la chimio, on a une baisse de ces globules. En général, l'intervalle entre 2 séances de chimiothérapie permet la reconstitution de ces globules. Et donc l'intervalle est défini par le type de chimiothérapie et par la dose que l'on va administrer. La chimiothérapie, vous avez entendu dire, ça peut entraîner des nausées. Les chimiothérapies utilisées dans le cancer de la prostate entraînent rarement des vomissements. On peut avoir des nausées et on associe toujours, lors des séances de chimiothérapie, dans la perfusion, avant, un anti-vomitif spécifique. Une des toxicités particulières de la chimiothérapie utilisée en cancérologie prostatique, c'est de pouvoir abîmer les ongles. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais les messieurs à qui on l'a prescrit, on leur recommande également d'appliquer un vernis riche en silice pour renforcer les ongles. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Souvent, ils se font aider par leur compagne pour cela. On a parlé de la variation de poids qui est effective sous chimiothérapie. Ça peut également générer des troubles de l'humeur, mais à la limite, c'est probablement plus l'hormonothérapie qui en est à l'origine. Donc, on connaît tous ces effets secondaires, on en informe le patient au moment de la consultation d'annonce et on fait un maximum de prévention. Cette prévention, elle passe aussi, et je vous dirai 2 mots par l'intermédiaire d'une nouvelle slide, passe par la prise en charge des soins de support. On vous en parle tout au long de la soirée, mais c'est une réalité. Il est important d'évaluer la totalité du patient et pas seulement sa maladie, et évaluer ce dont il a besoin. Alors, on a parlé d'hormonothérapie, on a parlé de chimiothérapie, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait les deux, on en fait un, on en fait deux, on fait tout en même temps, on fait comme on veut, non, on ne fait pas comme on veut. Encore une fois, et je vous le redis, on en discute en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire, et on tient compte de 2 paramètres essentiels. Bien entendu, du cancer. Vous imaginez bien que plus le cancer est étendu, plus il est agressif, plus on va proposer au patient un traitement lourd. Mais on ne tient pas compte que du cancer. Encore une fois, on traite un patient atteint d'un cancer. Et donc, on va devoir tenir compte de ses antécédents, de ce qu'on appelle les comorbidités. On en a évoqué 2 points tout à l'heure. Est-ce qu'il est insuffisant cardiaque? Est-ce que sa fonction rénale va bien? Est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il se déplace tout seul? Est-ce qu'il a de l'aide à domicile? Tout ça, c'est évalué avant de prendre la décision. L'état général du patient, on n'aura pas tout à fait la même attitude et la même intensité thérapeutique selon que la personne
marche tous les jours et se débrouille complètement, plutôt que celle qui a besoin d'aide et qui n'est pas capable d'aller faire ses courses ou qui n'est pas capable de monter l'escalier de sa chambre. Et puis surtout, après avoir exposé aux patients, on évalue ses souhaits. Il y a des patients qui nous disent « Moi, je ne veux pas de chimiothérapie parce que j'ai une mauvaise expérience par l'intermédiaire de quelqu'un que je connais, parce que j'ai peur, parce que je ne veux pas avoir de perfusion, j'ai peur de venir à l'hôpital. » Voilà. Donc tout ça, on en discute. Et à l'heure actuelle, les recommandations, elles sont celles-ci. Je vous l'ai dit, le traitement de référence, c'est l'hormonothérapie, la double hormonothérapie. L'hormonothérapie de première génération sous forme d'injection, en situation métastatique, qui est là autant que nécessaire, c'est-à-dire plusieurs années. L'hormonothérapie de nouvelle génération en comprimé, qui s'y associe initialement et qui peut être relayée si on constate que l'évaluation n'est pas favorable par de la chimiothérapie. Mais on peut reprendre ensuite une autre hormonothérapie, puis une autre chimiothérapie. Donc des possibilités thérapeutiques, il y en a. Dans certains cas, et ça a été dernièrement démontré, c'est une association des trois, de la double hormonothérapie et de la chimiothérapie, en même temps qui est recommandée. Vous imaginez bien que cette trithérapie est surtout réservée aux formes agressives chez des patients qui peuvent le tolérer. Je vous ai parlé des soins de support. Les soins de support, si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait aller sur le site de l'AFSOS, qui est l'Association francophone des soins oncologiques de support, qui a développé beaucoup d'informations sur l'ensemble des soins de support. Les soins de support, c'est tout ce qui peut vous permettre de supporter la maladie et le traitement avec ses effets secondaires. Ça peut concerner la diététique, le social, parce qu'on a dit que parfois c'était compliqué d'être pris en charge sur le plan social, l'activité physique adaptée, et je vais vous en dire 2 mots parce que je suis également convaincue que ça a une importance extrême. Les associations, ne pas rester isolées, et puis ensuite un soutien psychologique, bien entendu. L'activité physique en cancérologie, on a démontré son intérêt. On a démontré son intérêt dans plusieurs types de cancers, notamment le cancer de la prostate, à plusieurs niveaux. Paradoxalement, bouger, avoir une activité physique permet de lutter contre la fatigue et de diminuer les effets secondaires. C'est paradoxal, hein. Il y a encore 20 ans, on disait si vous êtes fatigué, reposez-vous. Maintenant, on dit si vous êtes fatigué, il faut bouger. Sans grande surprise, et ça n'étonnera personne, ça permet de renforcer la masse musculaire et de diminuer les douleurs. Ça permet de maintenir les capacités cardio-respiratoires, c'est important. Quand on n'a pas d'activité physique régulière sous chimiothérapie ou sous hormonothérapie, il se passe un phénomène de déconditionnement physique, c'est-à-dire que tout devient effort. Monter un escalier devient un effort. Aller chercher son pain à pied devient un effort. Donc on prend la voiture, donc on ne monte plus l'escalier, donc on ne fait plus rien. Et on est dans un cercle vicieux. On perd sa condition physique. Qu'on soit atteint ou non d'un cancer, avoir une activité physique permet de diminuer le stress et la fatigue et améliore la qualité de vie. Ce qui est important, ça va être la régularité de l'activité physique. 30 minutes par jour. Pas plus, pas nécessaire. Il est largement préférable d'avoir 30 minutes d'activité 6 jours consécutifs qu'une fois 3 heures. Et c'est beaucoup moins fatigant. Et on peut le faire le lendemain. Donc cette activité physique, elle est extrêmement importante en cancérologie, même en situation, et peut-être même surtout en situation de maladie avancée. Et je reviens pour vous, n'oubliez pas, effectivement, il y a beaucoup de cancers en France, beaucoup de cancers de la prostate diagnostiqués en France chaque année, près de 60 000. Fort heureusement, il n'y a que, et le que est bien entendu entre guillemets, 8 000 décès. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent avec un cancer de la prostate, même avec des métastases, et qui ne mourront pas de leur cancer de la prostate. Donc, à la question qui est régulière en consultation, docteur, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ? J'ai 75 ans, j'ai 78 ans, est-ce que ça vaut le coup ? Oui, ça vaut le coup.
Ça vaut le coup à condition qu'on trouve le traitement qui vous convienne avec une bonne qualité de vie. Mais ça se discute et ça s'explique. Voilà, j'espère vous avoir convaincu.